Très bien, on va commencer donc la dernière session de cette matinée et ensuite on se retrouvera à 14 heures. Donc on accueille les sociétés Atos et Duoki qui sont représentées par Bogart Granata et Najib Awini. Et vous nous présentez double chiffrement sur O365, une implémentation efficace et robuste du protocole DKE. C'est à vous, messieurs. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, pour simplifier effectivement ce titre assez évocateur, je vous propose comment protéger sa souveraineté sur Office 365. La souveraineté est le mot-clé de cette année pour le FIC, on le sait tous. Effectivement, la souveraineté, ça demande des compliance, des régulations qui sont sectorisées par effectivement les pays, mais aussi par secteur, l'industrie, le militaire, le retail, etc. Ce genre de manière de poser des politiques, des compliance et des régulations demande un certain outillage. J'imagine que dans l'Assemblée, il y a une proportion de personnes qui utilisent 365. Et c'est justement toute cette problématique aujourd'hui, à quel niveau je retrouve ma souveraineté, à quel niveau je suis capable de dire que ces clés, ce sont les miennes. OK, je peux échanger des données, OK, je peux partager des informations avec les collaborateurs de mes entités, mais à quel niveau je donne cette confiance? Aujourd'hui, Atos a une entité cryptographique connue, avec plus de 35 ans d'expérience, qui produit en fait des solutions dédiées à la cryptographie, notamment sur les aspects de compliance et sur les next-gen. Donc next-gen, j'entends ici 365. Aujourd'hui, le produit qui est proposé en partenariat avec Duoki, c'est un HSM. Alors, je vais vulgariser ça juste après, mais l'idée était de proposer une solution entre Duoki et Atos pour avoir le niveau étatique, la souveraineté et également la facilité de protéger 365, qui est aujourd'hui le nerf de la guerre, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors, comme je disais, le HSM, qu'est-ce qu'un HSM? C'est peut-être pas lisible sur tout le monde. Donc, le HSM, en fait, est un coffre, physique ou virtuel en général, mais nous, de la partie de étatique qu'on propose avec TrustOS, c'est un produit qui est physique, qui est certifié par l'ANSSI. Et le but d'un HSM est en fait très basique, c'est de générer des clés. Ça tombe bien, c'est la base de notre sujet. Donc, générer des clés, ça veut dire quoi? Ça veut dire générer des clés, les manager, peut-être les envelopper, etc., etc. Un HSM est toujours connecté à quelque chose, et c'est ici le nerf de la guerre, c'est que je vais connecter mon HSM à la solution de Duoki pour être capable d'avoir un lien de confiance en utilisant 365. Les grands principes aujourd'hui qu'on a avec les cloud providers, notamment américains pour ne pas les citer, on retrouve 4 grands champs d'application, et notamment le DKE, qui sont effectivement aucune encryption. Donc là, la question du chiffrement ne se pose pas. Il y a la notion de chiffrement natif qui, au niveau du cloud provider, va proposer son propre chiffrement. Mais là, ça pose des problèmes étatiques pour nous. Pour est-ce que peut-être le cloud provider ne va pas réutiliser l'information qu'il a chiffrée? Bref, ça ne me convient pas. Je vais pouvoir aller à le niveau au-dessus. Je vais pouvoir dire, OK, je vais peut-être faire un BIOC. Je vais donc générer des clés, les transmettre au cloud provider. Et à ce moment-là, je suis au niveau conditions réglementaires. Je m'affranchis des règles en disant, je te donne ma clé, tu vas pouvoir chiffrer mes données, mais cette clé est quand même utilisée par le cloud provider. Je peux encore aller plus loin dans le All Your Own Key, donc le YOK, qui va me permettre de faire un échange de clés, mais basé sur une clé qui reste chez moi. Ce type de schéma est applicable, pas dans certains cas. Ça demande une certaine flexibilité à avoir. Le BIOC, c'est quelque chose que vous voyez, je pense, très régulièrement. Le YOK, un peu moins, parce qu'il y a une certaine complexité derrière en termes d'application. Enfin, dans tout ça, nous avons, il y a combien de temps? Un peu plus d'1 an et demi maintenant, Microsoft a sorti une nouvelle manière de faire justement du chiffrement, qui est le DKE, donc le Double Key Encryption. Comme son nom l'indique, il y a donc 2 clés. C'est une manière effectivement de faire du chiffrement qui s'apparente à faire du YOK, mais à la sauce Microsoft. Aujourd'hui, la problématique, c'est je souhaite avoir mes clés, je souhaite utiliser 365 et je veux que ces clés restent chez moi, dans toutes les strates de 365, bien évidemment avec ce que me propose Microsoft. Donc pour ça, on a développé un partenariat avec Duoki qui permet de connecter donc notre HSM qualifié par l'ANSSI, le seul d'ailleurs, à la solution Duoki pour la gestion du chiffrement sur 365. Bonjour à tous, enchanté, Najib Awini, je suis le CEO de Duoki.
Alors, je vous propose, avant de faire la démo, de vous montrer un petit peu un diagramme de séquence pour expliquer un petit peu le flux que je vais vous montrer juste après la démo. L'idée, c'est de vous montrer en détail comment on va encrypter un document avec cette double encryption, en vous démontrant qu'on est capable d'avoir la clé qui encrypte le document stocké, encrypté au sein du document par une clé qui se trouve dans le HSM Trustaway. Et le module Juki, en fait, est ce qu'on appelle un key broker qui va en fait faire la discussion, la connexion de manière sécurisée avec le HSM tout en vérifiant l'identité de l'utilisateur. D'accord ? L'idée, c'est qu'on ait en fait l'identité de l'utilisateur qui soit propagée jusqu'à la connexion du HSM pour avoir un contrôle d'accès qui se fasse jusqu'au niveau de la clé. Alors, dans ce schéma, en fait, vous avez plusieurs clés. Alors, la clé rouge, c'est la clé privée. C'est la clé qui va en fait être votre double clé. C'est celle qui va chiffrer les clés pour chaque document. Ce qu'il faut bien comprendre dans le protocole de KE de Microsoft, c'est que chaque document a une clé différente. D'accord ? C'est pas la même clé pour chaque document. Donc, c'est ce qu'on appelle la content key, c'est la clé verte. D'accord ? Donc, pour chaque clé, pour chaque document que vous allez encrypter, votre client Office va générer une nouvelle paire de clés, d'accord ? Donc une nouvelle content key, et cette content key va être encryptée avec une clé publique. Cette clé publique, en fait, va être renvoyée par le HSM au module Juki. Le module Juki va en fait donner cette clé publique à votre client Office, et grâce à cette clé publique, vous allez encrypter la clé du document, la clé verte. Donc pour décrypter, pour ceux qui connaissent le schéma asymétrique, pour décrypter quelque chose qui était chiffré avec une clé publique, vous avez besoin de la clé privée. Donc, il n'y a que le HSM qui sera capable de déchiffrer, finalement, cette clé qui est encryptée par une clé publique. Donc, le module Juki, il faut vraiment voir comme un système automatique qui va faire la connectivité entre le HSM qui se trouve dans un data center. Le module Juki que vous voyez dans le schéma, il peut tourner dans des infrastructures Kubernetes, ce soit privé, ce soit public. Et lui, il s'assure en fait de la connectivité sécurisée vers le HSM qui peut se trouver dans votre data center ou dans un data center privé. Voilà. Alors, je vais essayer de faire une démo avec le micro. Alors, le module Juki fonctionne avec, bien sûr, les clients Office. Donc là, je vais ouvrir en fait un client Office. Alors, je n'ai pas une bonne connexion Internet, mais on va essayer de faire quelque chose de correct. Alors, il faut savoir, on pose souvent la question, quelle licence il faut avoir pour utiliser ce module Double Key Encryption. Il y a beaucoup de clients qui pensent qu'il faut qu'ils aient la licence E5 full. En fait, vous n'avez pas besoin de la full E5. Vous avez besoin de la licence E5 Information Governance ou Information Protection, qui coûte beaucoup moins cher que la licence E5 qui a toutes les fonctions sécurité. Donc, on n'est pas dans le niveau... on n'a pas besoin d'avoir la complexe, la full E5. Donc là, par exemple, je suis en train d'écrire un document top secret, d'accord ? Et je veux m'assurer que ce document top secret soit protégé avant son stockage dans Microsoft Cloud. Alors, il faut bien comprendre que Double Key Encryption, ça utilise aussi ce qu'on appelle du Client-Side Encryption. Parce que l'encryption va avoir lieu sur mon poste de travail. Elle n'aura pas lieu sur le cloud Microsoft, comme c'est le cas quand vous utilisez du Customer Key, d'accord, ou du BIOC. Là, le document, il va vraiment être encrypté sur mon poste de travail et je vais vous le démontrer. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les labels, le module, en fait, Double Key Encryption est intégré nativement au Sensitivity Label, au label de classification Microsoft. Je vous montrerai après comment créer un label end-to-end pour la double encryption avec le module Microsoft. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la démo, j'ai déjà créé un label que j'ai appelé Atos Top Secret. Voilà. Et là, vous voyez, en quelques millisecondes, mon document est encrypté avec une clé qui se trouve dans le HSM. Alors là, en fait, je n'ai pas encrypté avec la clé privée. Hein. J'ai récupéré la clé publique, donc qui est publique, donc qui est accessible sans authentification ou avec authentification. Dans le cas présent, je suis authentifié ici sur le cloud Microsoft. Donc j'ai un jeton JWT, un JWT, qui va être envoyé au module Juki, et le module Juki va faire l'autorisation et l'access control.
Et lui, il va après demander au service de double clé pour dire « donne-moi la clé publique ». Donc, il y a quand même une authentification pour récupérer la clé publique. Donc maintenant, je vais pouvoir sauvegarder ce document dans le cloud Microsoft. Là, entre autres, je vais le sauvegarder sur mon OneDrive. Et je vais dire que c'est le document top secret. Parce que comme j'ai fait beaucoup de démos, je vais mettre l'heure de 12h32. Donc là, ce qui va se passer à ce moment-là, au moment où je fais save, il y a une séquence qui arrive, il y a le module DKE qui va arriver et qui va en fait demander à Microsoft, je vais faire une encryption. Donc là, il télécharge le module, là, j'ai pas beaucoup de réseau, mais il est en train de se connecter au SharePoint. Et il va essayer de demander en fait la double clé pour pouvoir en fait faire la double encryption. Et là, il configure le module. Pour la première fois de la journée, vous avez toujours ce petit plugin qui apparaît pour s'assurer que vous avez les autorisations nécessaires pour utiliser le module de double encryption. Et là, vous allez voir qu'en fait, le document va être encrypté. On voit un peu, en fait, ici, que le label a été apposé. D'accord? Et ce label permet de garantir que le document est protégé contre l'accès de quelqu'un qui aurait accès à votre cloud Microsoft. Alors, je vais aller plus loin dans la démo. Je ferme le document et je vais me connecter directement à mon OneDrive pour vérifier que le document n'est pas accessible par quelqu'un qui aurait accès à mon OneDrive. Donc là, on voit les documents que j'ai téléchargés. Donc là, on voit mon document top secret de 12h32. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors, pour ceux qui travaillent avec SharePoint Online ou OneDrive, il y a normalement un web browser qui permet de voir le document. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer là? Le document ne peut pas être visualisé en ligne. Donc ça, c'est une contrainte de DKE. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que Microsoft n'a pas la clé de décryption. Donc, il ne peut pas déchiffrer le document. Par contre, vous voyez dans le petit message, même si c'est tout petit, on m'indique que je peux l'éditer avec mon application Office. Ce que je vais faire. Donc là, en ouvrant Microsoft Office sur mon poste de travail, il y a un jeton qui va être envoyé au service du hockey et ce jeton va être vérifié. Est-ce que je suis utilisateur autorisé à accéder à cette clé? Est-ce que je suis dans le réseau d'entreprise? Est-ce que j'ai fait du MFA? Donc on peut faire plusieurs règles d'autorisation et là, vous voyez, j'ai décrypté le document. Et vous voyez, pour l'utilisateur, en fait, le DKE, ça se résume à l'ajout d'un label. Il n'a pas besoin d'installer de certificat sur son poste de travail. Il n'a pas besoin de clé PGP. Il n'a pas besoin de plugin. C'est intégré nativement. Ça marche sur Mac. Ça marche sur Windows. Alors, ça ne marche pas sur Linux encore. Et je ne pense pas que ça marcherait sur Linux. Mais en tout cas, sur Office et Mac, vous avez la même expérience utilisateur qui est représentée par ce simple choix de label. Voilà, ça c'est pour la démo. Maintenant, je vais aller côté cockpit du hockey. Alors là, je suis sur la console du hockey d'administration. Bien sûr, là, pour la démo, elle est exposée sur Internet. Bien entendu, dans une infrastructure sécurisée, elle est dans un Secure LAN avec l'accès Privilege Access, CyberArk et autres. Et vous pouvez, bien entendu, plugger cette console d'administration avec votre IDP favori, que ce soit Microsoft, Okta, F5, ADFS, Google, whatever. On supporte une large palette d'IDP, même l'IDP de Atos d'ailleurs. Et là, je vais me connecter, parce que j'étais déjà connecté juste avant. Mais normalement, j'ai ma YubiKey qui me permet de faire le MFA. Et là, on va voir dans le console en fait, d'administration, on a un dashboard qui présente un petit peu les opérations crypto qui sont faites. Donc, on sait exactement combien de clés j'ai générées aujourd'hui. J'en ai généré qu'une pour la démo. Et on voit toutes les opérations crypto qui sont effectuées. Et là, vous avez en fait ici, on a les services DKE qui sont en train d'être exécutés. Alors, l'avantage de DuoKey, ce qu'on appelle le DuoKey Cockpit, c'est en fait une administration console qui permet de créer autant de DKE que vous voulez. Et ça, de manière automatique. Alors, pour ceux qui ont essayé de faire du DKE avec le code de Microsoft, qui est sur le GitHub, en fait, vous pouvez le faire à la main, mais vous arrivez vite aux limites en fait, de la sécurité, puisque dans le code d'exemple de Microsoft, vous avez des clés qui sont stockées dans des fichiers de config. D'accord? Et vous devez faire le déploiement à la main.
DuoKey, en fait, on travaille avec Microsoft. Il faut savoir qu'on est intégré au Microsoft for Startup. Et en fait, on a accès à des API qui permettent, en simple clic ici, de créer des interfaces DKE. Alors, je peux vous montrer rapidement. Donc, on supporte aujourd'hui des différentes... Il y a une sorte d'Apple Store ou un App Store dans l'outil DuoKey. Là, je vous montre que 4, mais il y en a plusieurs. Hein. On supporte d'autres modules comme Amazon S3, SQL Server, ServiceNow, Salesforce. Aujourd'hui, pour la démo d'aujourd'hui, c'est Office 365. Et là, en fait, vous pouvez créer votre DKE. Voilà. Vous mettez le nom de votre application DKE. Et vous mettez aussi surtout votre domaine. Là, je vais mettre le domaine d'Atos. Atos.net. Là, je vais récupérer... Alors, je me suis trompé dans le... Voilà. J'ai automatiquement récupéré l'UID du domaine. Et là, en quelques clics, vous allez pouvoir générer en fait le DKE. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer à la main, aller dans la registration du portail Microsoft. C'est fait automatiquement. D'accord? Je vais vous montrer ce qui se passe derrière. Ici, vous allez choisir où va se trouver la clé DKE. Donc, l'avantage du DuoKey, on est, comme je disais, un key broker. On est capable de stocker des clés dans votre vault préféré. Alors, pour la démo d'aujourd'hui, c'est hébergé dans les HSM d'Atos. Donc, j'en ai créé plusieurs. Hein. Je crois que j'en ai créé un qui s'appelle ProtectBox. Voilà. Et là, vous avez, ça retrouve automatiquement la configuration du HSM. Et vous avez en fait ici les connexions avec les certificats, les pins. Donc là, on est en PKCS11, mais on peut le faire aussi avec d'autres protocoles. Et là, Kemip, par exemple. Voilà, exactement. Et là, je vais automatiquement créer l'application. Voilà. Là, en même pas 2 minutes, j'ai créé une application DKE que je vais pouvoir déployer automatiquement sur mon cluster Kubernetes. Je vais vous montrer le cluster Kubernetes juste après. Ça prend quelques minutes. Alors, je vais vous montrer celle que j'ai déployée hier. Voilà. Donc, je vais me connecter à mon Argo CD pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Argo CD, ça permet de gérer les pods, des containers dans un Kubernetes. Bon, j'ai créé beaucoup de démos. Je vais chercher celle que j'ai créée hier. Voilà, FIC 2022. Donc là, on voit tout le déploiement que vous voyez, c'est automatique. D'accord? Donc vous choisissez votre cluster. La cockpit va déployer les clés dans le HSM. D'accord? On va générer les clés dans le HSM. On va générer une clé juste après. Et va en fait déployer tout l'applicatif DKE as a service. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré en fait le DKE. Donc quand l'application déployée, c'est celle d'hier ici. Vous avez ici votre URL DKE qui est déployée. D'accord? Automatiquement. Alors, vous voyez dans l'URL, pour ceux qui voient un petit peu, c'est un UID, ça ne donne pas d'information de quelle application, quel client, c'est anonyme, c'est une URL avec un nom de domaine. Maintenant, je vais vous montrer dans la console Microsoft comment créer un label DKE. Bon, là, je me connecte en super user parce que je ne peux pas le gérer avec mon user. Voilà. Donc maintenant, ça s'appelle Microsoft Purview. Avant, ça s'appelait Microsoft Information Protection. D'accord? Alors, je suis un peu perdu parce qu'ils ont changé ça la semaine dernière. Donc, du coup, faut que j'aille en bas maintenant, je pense. Voilà. Je vais dans le module Information Protection. Voilà. Là, vous voyez tous les labels que j'ai créés. D'accord? Et on va voir le label que j'ai utilisé tout à l'heure, le Atos Top Secret, qui est là. Alors, je n'ai pas créé un label en live parce que ça met 24 heures à se propager, donc je vous montre celui que j'ai créé hier. Donc, c'est un label que j'ai créé qui s'appelle Atos Top Secret. Et si je vais regarder dans la configuration du label, donc je vais rapide dans le wizard. Donc, je peux... Alors, j'ai aussi beaucoup de questions sur
est-ce que DKE peut chiffrer des emails Outlook. Alors, officiellement, dans l'interface Outlook, c'est pas possible, mais je vais vous montrer que c'est possible. Alors, c'est pas encore rollout par Microsoft, mais c'est possible. Voilà. Donc là, j'arrive vraiment dans l'écran du label qui parle d'encryption. Donc, dans cet écran, vous voyez en fait ici l'URL de DKE. Cette URL a été générée par le cockpit. Donc, ce que vous avez à faire en même pas 5 minutes, vous générez la clé, vous générez l'application et vous copiez-collez l'URL. Et vous allez voir qu'ici, en fait, voilà, je copie-colle l'URL. Et ici, en fait, c'est l'URL DKE. Et là, comme vous voyez, ce que vous voyez dans l'URL, vous voyez un JSON. Alors, c'est formaté comme le format Microsoft le demande. Hein. Il faut que ce soit un JSON avec la clé publique, le nom de la clé et la durée de vie de la clé. Le fait qu'elle peut se renouveler, je peux faire des rotations automatiques. Et les rotations peuvent se faire via le cockpit du Oki. Donc, je peux faire des rotations automatiques de cette clé. La clé elle s'appelle FIG 2022 DKE. Et je peux la retrouver, bien entendu, ici, dans le cockpit. Voilà, c'est la clé qui est là. Et là, si je regarde la clé, donc je peux accéder, bien sûr, à la clé comme je peux accéder au coffre-fort. Et là, je peux voir les propriétés de la clé. Et je peux voir surtout l'utilisation de la clé. Voilà. Là, depuis hier, on a chiffré des documents, on voit les décryptes. Alors, pourquoi je vois que les décryptes? Pourquoi j'ai pas d'encrypt? Qui sait me répondre à cette question? Moi, je vais vous le dire parce que je pense que vous avez la réponse. J'ai expliqué tout à l'heure qu'en fait, la clé rouge servait qu'à décrypter. Une clé privée décrypte. Vous n'encryptez pas avec la clé privée, bien entendu, vous encryptez avec la clé publique. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez que des décryptes. D'ailleurs, ce serait anormal d'avoir des encrypts. D'accord? Et là, bien entendu, vous avez l'historique de qui a créé la clé et vous avez un audit de ce qui s'est passé sur cette clé. Donc là, typiquement, on voit que Najib Awini, moi-même, j'ai décrypté avec l'application en utilisant le HSM de Atos. Donc vous avez un audit trail, vous avez l'IP et vous pouvez bien sûr envoyer ces logs dans votre outil de log préféré, puisqu'on intègre en fait tous les logs que vous voyez, vous pouvez les streamer dans un Splunk ou dans votre syslog. Donc tout ça, c'est configurable. Vous pouvez bien entendu aussi, comme je disais tout à l'heure, plugger votre IDP préféré, Okta, Google, Azure AD, ADFS, Active Directory et Big IP. En fait, on pourrait plugger n'importe quel IDP qui est OpenID Connect ou SAML. Et du coup, une chose qui est importante citée par Najib, c'est qu'effectivement, toutes les strates qui sont expliquées, l'échange de clés, l'automatisation, l'orchestration qui est faite, tout ça, du moment qu'il y a une notion de relation de clés, ça provient du HSM Protesio, évidemment, et donc certifié par l'ANSI. Voilà. Alors ici, vous avez les différents HSM que j'ai créés, d'accord? Donc si je reprends le Protect Box de tout à l'heure, donc l'outil Dioki, il faut le voir comme aussi un gestionnaire de HSM. Hein. Pour ceux qui ont déjà installé des HSM, c'est assez compliqué de faire des keys cérémonies, d'installer, de faire les cartes à puce. Dioki, en fait, ce qu'on a essayé de faire pour le DKE, c'est de ne pas faire intervenir les personnes dans le data center. Et tout le workflow d'approbation se fait via la console, avec des rôles où une personne peut créer la clé, une personne peut créer le vault, mais une personne peut créer l'app. On peut diviser en fait en SOD plusieurs activités dans la console. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'organiser de key ceremony pour générer la clé, puisque le cockpit va s'occuper en fait de la sécurité avec le HSM. Et pourquoi en fait on a fait ça? Là, pendant la pandémie, il fallait faire du DKE et les data centers étaient fermés. C'est-à-dire personne ne pouvait y aller. Et en fait, c'est comme ça que l'idée est apparue. C'est comment je peux piloter mon HSM sans être dans le data center. Et d'où l'idée en fait de ce cockpit qui en fait permet de gérer plusieurs types de vault et faire des contrôles d'accès au vault par groupe, par utilisateur, par business unit. Tout ça, c'est bien entendu géré par un workflow d'approbation qui fait qu'on sait exactement qui a fait quoi sur le vault.
D'accord. Donc on a le principe de contrôle 4G ou contrôle 6G pour ceux qui ont 3 niveaux d'approval. Alors voilà, moi j'ai terminé pour la démo. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il y a des questions, je vais passer entre les rangs. N'hésitez pas à lever la main pour que je vous tende le micro. Non, pas de questions? Pas de questions. Bonne présentation. Bah voilà, et ça rime. Merci pour votre présentation. Merci pour votre écoute. Donc on peut vous retrouver à votre stand qui est facilement visible d'ici avec le logo Atos. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon déjeuner. On se retrouve à 14 h. À tout à l'heure. Merci.